Bonjour à tous. On a tous connu ça, n'est-ce pas? Cette sensation d'être noyé sous les urgences sans trop savoir par où commencer. Eh bien aujourd'hui, on s'attaque à ce problème. On va décortiquer ensemble une méthode toute simple en apparence, mais vraiment efficace pour prioriser à peu près n'importe quoi. Vous savez, ces listes de tâches qui s'allongent à l'infini, les deadlines qui se rapprochent dangereusement, et cette impression de courir en marathon sans jamais voir la ligne d'arrivée. Ça vous dit quelque chose? C'est le lot de quasiment tout le monde, et c'est exactement le problème qu'on va tacler aujourd'hui. En fait, à la racine de tout ça, il y a un conflit permanent. D'un côté, on a des ambitions, des idées, des envies, à l'infini. Et de l'autre, nos ressources, elles, sont bien finies. Le temps, l'argent, l'énergie, c'est le grand dilemme de n'importe quel projet, que ce soit construire une fusée ou juste organiser ses vacances. Bon, alors, face à ce dilemme, qu'est-ce qu'on fait? La réponse, ce n'est pas de travailler plus, non, c'est de travailler plus intelligemment. Ce qu'il nous faut, c'est un cadre, une méthode solide pour nous aider à faire des choix clairs et surtout à s'y tenir. Et c'est ici que l'histoire commence. Et figurez-vous que ce cadre, il existe déjà. Pour le trouver, il faut remonter un peu dans le temps, en 1994. On est chez Oracle, et un ingénieur du nom de Dike Clegg en a un peu marre. À l'époque, les projets informatiques étaient super rigides et beaucoup échouaient. Clegg a donc eu une idée, créer une approche beaucoup plus souple. Cette idée a ensuite été reprise et formalisée par un groupe appelé le DSDM, des spécialistes des méthodes agiles. Et c'est comme ça qu'est née la méthode Moscow. Alors, Moscow, c'est quoi ce truc? C'est une solution super élégante pour résoudre notre problème de priorisation. Le nom est un peu bizarre, je vous l'accorde. D'ailleurs, petite info pour briller en société, les deux O dans Moscow, ils ne veulent rien dire. Ils ont juste été ajoutés pour que l'acronyme soit facile à prononcer. Malin? Non. Et cette phrase, elle résume absolument tout l'esprit de la méthode. Toute la force de Moscow, c'est ça. Elle nous oblige, tous, à être d'une clarté chirurgicale. Fini les « ah, ce serait sympa si on pouvait, on verra peut-être plus tard ». Non, on prend des décisions, des vraies, claires et nettes. Ok, alors, le cœur du réacteur, c'est quoi? Ce sont ces 4 lettres. M, S, C et W. Pour must, should, could et want. L'idée est simple. Chaque idée, chaque tâche, chaque fonctionnalité doit obligatoirement être rangée dans l'une de ces 4 boîtes. Pas le choix. Allez, on ouvre ces boîtes pour voir ce qu'il y a dedans. On commence par la catégorie la plus impitoyable, le must-have. Ce qui doit être fait. Attention, là on ne parle pas de ce qui est important. On parle de ce qui est vital, non négociable. Le socle du projet. Pour faire simple, si un seul must manque à l'appel, le projet est mort. Il ne fonctionne pas, il est inutile, ou pire, il est illégal. Il n'y a pas de discussion possible. Alors, comment on sait si quelque chose est un must? Eh bien, il y a un test très simple. Question 1. Est-ce que le produit peut fonctionner sans? Si la réponse est non, c'est un must. Pensez au moteur d'une voiture. Question 2. Est-ce que la loi l'oblige? La conformité RGPD, par exemple. Si oui, must. Question 3. Est-ce que son absence crée un trou de sécurité béant? Si oui, must. La discipline, c'est de n'accepter dans cette catégorie que ceux qui cochent l'une de ces cases. C'est tout. Ok, on passe au should have, ce qui devrait être fait. Là, on parle de choses qui sont vraiment importantes, on aimerait beaucoup les avoir, mais elles ne sont pas vitales pour le lancement. Le mot-clé ici, c'est solution de contournement. C'est le test décisif. Si la fonctionnalité n'est pas là, est-ce qu'on peut se débrouiller autrement, même si c'est pénible, manuel, temporaire? Si la réponse est oui, alors c'est un should. Ça ne bloque pas le projet, ça le rend juste moins confortable. Après, on a les could have, ce qui pourrait être fait. Ça, c'est la catégorie des nice to have, des cerises sur le gâteau. C'est sympa, ça améliore l'expérience, mais ce n'est absolument pas essentiel. Mais attention, leur vraie valeur, elle est stratégique. Parce que les could have, c'est votre zone tampon, c'est votre variable d'ajustement. Quand les choses se compliquent, c'est là-dedans qu'on pioche pour alléger la charge sans mettre en danger le cœur du projet. Et on arrive à la dernière catégorie, qui est peut-être la plus puissante et la plus sous-estimée de toutes, le won't have, ce qu'on ne fera pas. C'est un outil formidable pour gérer les attentes et pour garder le cap. C'est une liste de tout ce qu'on a consciemment et collectivement décidé de mettre de côté pour l'instant. Ça évite que le projet ne devienne un monstre incontrôlable. Mais attention, il y a une nuance hyper importante ici. Quand on dit won't have, ça veut rarement dire jamais. Le plus souvent, ça veut dire won't have this time. On ne le fera pas cette fois-ci. C'est une façon très diplomate de dire à quelqu'un « Écoute, ton idée, super, on la note, mais pour cette version, ce n'est pas la priorité. On en reparlera pour la suite. » C'est une façon de dire non sans fermer la porte, et ça, c'est essentiel pour garder tout le monde à bord. Ok, donc on a nos 4 boîtes. Mais Moscow, ce n'est pas juste une méthode de tri. Ça va beaucoup plus loin.
C'est un véritable outil pour gérer les risques d'un projet. Et pour bien s'en servir, il y a une règle d'or à connaître. Et cette règle d'or, c'est la règle du 60-20-20. Ça veut dire que dans un projet sain, l'effort, et on parle bien d'effort de temps, pas juste du nombre de tâches, devrait être réparti comme ça. 60% maximum pour les must-haves, et les 40% qui restent, 20% pour les shoulds et 20% pour les coulds. Ces 40%, en fait, c'est votre assurance vie, c'est votre coussin de sécurité qui va absorber tous les pépins et les imprévus, et des imprévus, il y en a toujours. Et regardez ce que ça implique. Si votre projet est rempli à 80 ou 90% de must, il est en danger critique. Pourquoi ? Parce que vous n'avez plus aucune marge de manœuvre. C'est comme conduire sur l'autoroute sans bande d'arrêt d'urgence. Le moindre problème, le moindre grain de sable dans l'engrenage, et c'est la catastrophe. Vous ne pouvez rien enlever, rien décaler, et le projet part droit dans le mur. Un projet sans flexibilité est un projet quasiment destiné à échouer. Bon, à cette théorie, on va rendre ça super concret. Mettons-nous en situation. On doit lancer un nouveau site de e-commerce. Et on a une deadline qui ne pardonne pas, il doit être en ligne avant le rush des fêtes de fin d'année. Pression maximale. Allez, on applique Mosco. Les must. C'est le minimum vital. Qu'est-ce que c'est ? Voir le catalogue, ajouter un produit au panier, payer. Bien sûr, le paiement doit être sécurisé et on doit respecter la loi, comme le RGPD. Et enfin, le client doit recevoir un email de confirmation. Sans ça, ce n'est pas un site de e-commerce, c'est juste une brochure en ligne. Point. Ensuite, les shoulds. Ce serait vraiment bien de les avoir, mais on peut s'en passer au lancement. Par exemple, proposer le paiement via PayPal. C'est super, mais on peut démarrer juste avec la carte bleue. Un système automatisé pour les retours ? Très utile, mais au début, on peut très bien gérer ça par email. Des filtres de recherche super avancés ? On peut commencer avec une simple barre de recherche. On voit bien qu'il y a des solutions de rechange. Et les causes, notre fameuse marge de manœuvre. Là, on met tout ce qui est sympa, mais pas du tout prioritaire. Une wishlist, un outil pour comparer les produits, les recommandations du type « vous aimerez aussi » ou le fameux mode sombre. C'est génial, mais soyons honnêtes, si on est à la bourre pour livrer avant Noël, c'est la première chose qui saute. Et ce n'est pas grave. Et enfin, pour que tout soit limpide pour tout le monde, la liste des want on have pour cette première version. On décide que non, il n'y aura pas d'application mobile native, non, on n'acceptera pas les paiements en crypto, et non, le programme de fidélité attendra. C'est dit, c'est écrit. Comme ça, tout le monde est sur la même longueur d'onde. Pas de faux espoirs, pas de mauvaises surprises. Donc si on prend un peu de recul, on voit que Mosco, c'est bien plus qu'une petite technique pour faire des listes. C'est presque une culture d'entreprise, une philosophie qui pousse tout le monde à être pragmatique, à être transparent sur les choix et à faire preuve d'une discipline de fer. Alors, si on devait résumer en 4 points clés, ce serait quoi ? Premièrement, affronter la réalité. Nos ressources ne sont pas infinies. Deuxièmement, se servir de Moscou pour forcer des décisions claires, en équipe. Troisièmement, utiliser la règle des 60-20-20 comme un bouclier pour protéger son projet des aléas. Et enfin, le but de tout ça, livrer ce qui a vraiment de la valeur et le livrer à temps. Et je vais vous laisser avec une question pour la route. Dans ce monde où on est inondé de possibilités, où on peut tout faire tout le temps, est-ce que le vrai pouvoir, la vraie stratégie, ce ne serait pas de savoir choisir ce qu'on ne va pas faire, décider de manière délibérée de dire non ? La clé du succès est peut-être bien cachée là.